17h-18h, Plan B pour Bono, sur le Mauve. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Plan B qui sera consacré au dernier projet d'un grand cinéaste et à un écrivain français qui se qualifie lui-même d'irrégulier. Très tôt, j'ai compris que je ne travaillerais jamais, par exemple. Un extrait de l'entretien avec François Méronis. Il est écrivain, il anime la revue Ligne de risque avec ses amis Yannick Enel et Frédéric Badré et il publie Tout autre, une confession, c'est le sous-titre chez Gallimard. Et comme vous venez de l'entendre à propos du travail, François Méronis a un point de vue bien particulier sur un certain nombre de choses. François Méronis est le premier invité de ce Plan B. François Méronis, bonjour. Bonjour. Nouveau livre publié chez Gallimard, à l'infini, la collection que dirige Philippe Solers. Livre intitulé Tout autre et sous-titré Une confession. Vous êtes écrivain, vous êtes l'animateur avec Frédéric Badré et Yannick Enel d'une revue littéraire qui s'appelle Ligne de risque. Une confession, oui, c'est le sous-titre. Et alors en exergue, quelqu'un qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver là, puisque Marilyn Monroe qui déclare « Je me sens comme si je ne faisais plus du tout partie de l'humanité ». Alors elle le met à l'imparfait, donc on a l'impression qu'elle a pu se sentir faire partie de l'humanité, tandis que vous, si j'ai bien compris, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire qu'aussi loin que vous vous souveniez, vous vous êtes senti, alors vous multipliez les mots, irrégulier, absent, déserteur. Déserteur, j'ai toujours ressenti très violemment le fait que je n'appartenais pas. Que d'une certaine manière, j'étais profondément étranger. En dehors du fait que je puisse avoir par ma mère des origines italiennes, des origines étrangères donc, je me suis toujours profondément senti dans le pays, en France, comme un étranger, étrangement, oui, bizarrement. Étranger à l'école, par exemple. Étranger à l'école, oui, oui. Et alors avec tous les problèmes que cela suppose, parce que là ça veut dire que quand on est petit et donc pas en âge de se défendre, oui, on devient quand même le mouton noir, celui qui souffre-douleur, celui qui est désigné, oui, même celui qui prend des coups. Oui, c'est vrai. Peut-être que j'étais un peu autiste, disons les choses de manière clinique, mais oui, c'est vrai, j'étais à la fois étranger en cours, c'est-à-dire que je refusais d'apprendre à lire, à écrire et surtout à compter. Et par ailleurs, les cours de récréation, pour moi, étaient un autre enfer. Donc j'enchaînais enfer sur enfer. Et est-ce que, parce que évidemment vous ne vous plaignez pas, non, c'est pas votre genre, mais forcément que ça soit vos parents ou disons les instances éducatives, quelqu'un a bien dû se rendre compte qu'il se passait quelque chose de bizarre. Hein. Ah oui, mais c'était une toute autre époque, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Hein. C'était un peu comment dirais-je, le système de l'éducation nationale avait un petit côté militaire. On était encore, d'une certaine façon, sous la Troisième République, même si c'était déjà la Cinquième, avec une dimension quasiment napoléonienne. Et du coup, il fallait qu'un petit garçon apprenne à se défendre. C'était la moindre des choses. Soit un petit soldat, un petit patriote. Et par ailleurs, comme j'avais choisi d'exister dehors, peut-être que mes maîtresses souhaitaient que je sois conséquent, c'est-à-dire que je n'avais plus droit à leur protection. Et comme il y avait à la fois des enfants issus de la bourgeoisie et des enfants issus des milieux populaires. Et moi, finalement, j'étais rejeté des deux côtés. Parce que j'étais très mauvais élève par les bourgeois et parce que j'étais différent par les gens des milieux plus populaires. Donc vous avez pu éprouver comment on paye le prix de sa dissidence. Oui, d'emblée, sans avoir eu les moyens de l'intellectualiser. C'est la situation que j'ai immédiatement vécue. Je n'en ai jamais connu d'autres, au fond. Et d'une certaine manière, ça renseigne. Sur quoi ? Sur l'existence de quelqu'un qui porte en lui quelque chose qui le retranche. Et à partir de là, on acquiert un certain savoir aussi, un savoir du mal. Hein, on est initié à une dimension obscure, cachée, dont la plupart des gens se détournent, à savoir que le mal a sa logique et que la plupart du temps, les êtres humains choisissent de ne rien savoir. Hein. Moi, j'ai connu ça, en effet, oui. C'est quelque chose qui forge.
un individu d'une certaine façon. Mais c'est là où le livre est étonnant parce qu'on peut le lire vraiment comme un éloge de la persistance en fait. C'est-à-dire que à un moment on pourrait se dire bon, rentrons dans le rang. Vous faites exactement l'inverse. Oui, parce que probablement parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est ma vocation d'être différent. Donc, mais à aucun moment, effectivement, je n'ai cherché à rentrer dans le rang d'une façon ou d'une autre, d'être reconnu d'une façon ou d'une autre. Par exemple, j'ai fait des études, etc. Mais très tôt, j'ai compris que je ne travaillerais jamais, par exemple. C'était impensable pour moi. Par exemple, le concept, il se trouve que ma mère est universitaire, donc le concept d'agrégation, par exemple, avec l'idée de troupeau qui va avec, le concept de normal supérieur, c'était des choses qui me faisaient spontanément horreur. La philosophie m'intéressait, mais tout ce cadre-là me rebutait dans des proportions rédhibitoires, quoi. Donc pour moi, il était clair que je serais à côté, d'une façon ou d'une autre. Et je voyais pas du tout comment ça serait possible, en fait. J'ai pas de rente, donc c'est une situation que j'ai pratiquée parce que je pouvais pas en pratiquer une autre. Et alors, ça signifie concrètement un état quasiment de scandale, et parce que le livre est drôle aussi. Et vous dites, voilà, moi je suis dans un café parisien à Montparnasse, je commande le moins cher de la carte, c'est-à-dire un espresso, il y a pas moins cher, et puis je le sirote, je le fais durer, comme on dit, pendant des heures. Donc voilà, on peut pas dire qu'effectivement je vive sur un grand pied, mais pendant ce temps-là, c'est un luxe. Voilà. Parce que pendant ce temps-là, le commun des mortels, lui, travaille. Voilà. Donc il y a quelque chose de scandaleux à cette façon de se mettre, mais comme ça, totalement hors du monde, hors de la société en tout cas. Peut-être pas hors du monde d'ailleurs, c'est plus hors du monde ou hors de la société? Je dirais les deux dans un sens, mais pas hors de la vie précisément. C'est-à-dire pour moi, pour rejoindre la vie, j'ai besoin de sortir de la société et de m'établir hors du monde. Probablement, je suis né hors du monde et il n'a pas été question pour moi de m'intégrer dans la société. Mais je ne fais pas non plus rien au café, disons. Je lis, je prends des notes. Par exemple, ce livre que j'ai entre les mains, il a été écrit là. Il a été préparé là. C'est qu'en fait, j'écris le matin chez moi et je prépare la page du lendemain au café, par des lectures, par des prises de notes. Donc ça veut dire que vous avez besoin de gens, de bruit, d'activités humaines autour de vous. Oui. J'ai besoin d'un minimum. Vous n'êtes pas un anachorète. Non, pas exactement. J'ai besoin d'un minimum de sociabilité, et c'est vrai que la sociabilité d'un café, c'est quelque chose qui me convient. C'est une sociabilité très curieuse. Et il se trouve que dans le café où j'ai l'habitude d'aller, il y a encore ce que j'appelle des irréguliers, des gens étranges. Il y a de tout. Il y a des intellectuels, des écrivains, des artistes, même des malfrats. Tout ça peut avoir des liens curieux, transversaux. Et j'avoue, j'aime assez ce climat. Et c'est un lieu où j'ai été pour la première fois quand j'avais 15 ans. Et je continue d'y aller des années et des années après. Vous avez décidé que c'était en tout cas l'un de vos foyers. C'est le lieu qui m'a choisi d'une certaine façon, ou que je me suis choisi, je ne sais pas. Enfin, c'est le lieu qui m'a convenu. Les autres lieux, je m'y sens profondément mal à l'aise. Alors irrégulier sur les origines familiales, puisque vous les avez évoquées, ça c'est très drôle, parce que les écrivains la plupart du temps en font grand cas. Donc vous êtes toscan d'un côté, si j'ai bien compris, et corse de l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà, comme si tout cela ne suffisait pas, et on l'a vu avec le récent prix Goncourt, par exemple, Jérôme Ferrari. La Toscane et la Corse, alors là, s'il y a bien des lieux romanesques qui font rêver, etc., c'est bien cela. Eh ben non, vous inventez, et je dis bien inventez, Sarde, parce que Corse et Toscan, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que c'était la réalité des choses, et qu'il fallait inventer une origine imaginaire? Non, pas du tout. D'abord parce que je suis à la fois corse et toscan, et en même temps français, c'est trois choses. Donc il fallait que j'invente une entité qui me nomme vraiment. Si je me dis corse, c'est pour moi, je me sens trahi. Si je me dis toscan, pareillement. Comme je ne me sens pas spontanément me disant français, j'ai inventé cette entité, la Sardaigne, qui m'a plu. Le nom me plaît, Sardaigne. Et puis il y a 3 têtes de maure, alors que sur les armoiries de la Corse, il y en a qu'une. Donc je me suis dit, ça me convenait comme ça. Et en même temps, c'est une manière de faire circuler les invisibles qui m'habitent, à la fois corse, français, italien. Et par ailleurs, les Français ont l'habitude d'associer soit à la Corse, soit à la Toscane, un certain nombre d'idées reçues. Et aucune de ces idées me conviennent.
une espèce de raffinement lié à la Renaissance, les Médicis, etc. pour la Toscane, et pour la Corse, une espèce d'aridité montagnarde qui me convient jusqu'à un certain point. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, parce que quand on vous lit, et quand on lit la première partie du livre, justement, sur les années d'enfance, qui sont peut-être les plus difficiles, on se dit, bon, comme on sait qu'il est devenu écrivain, faut pas être grand prêtre pour se le dire, on se dit, ce petit garçon va être sauvé par les mots. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Vous avez été sauvé, pas tellement par les mots, par les noms. Oui, c'est les noms. Oui. Alors racontez-moi ça, parce que ça, je dois dire, je ne l'avais jamais lu. Bon, d'une part, probablement j'ai un rapport étrange avec l'espace. C'est-à-dire, je n'ai aucun rapport avec l'espace en réalité. Je n'ai aucune orientation. Je suis délatéralisé, donc je ne me repère pas dans l'espace. Et du coup, effectivement, ça m'a peut-être donné une acuité pour le langage, et singulièrement dans le langage pour les noms. Quand j'étais enfant, la seule chose finalement qui me donnait envie de vivre, c'était des noms propres. Et en général, c'était des noms de rois, de dieux. Et en général... Vous répétiez la généalogie des rois de France. Je répétais la généalogie des rois de France. Mais par exemple, il y avait des figures qui me marquaient particulièrement. Je me rappelle du roi Tarquin. Tarquin le Superbe. D'abord, j'aimais le Superbe. C'était un roi de Rome qui avait failli d'une certaine façon. Toute la République avait été fondée sur son exclusion. Et par ailleurs, il était étrusque, c'est-à-dire toscan. Donc, ça me plaisait, ce roi latin qui n'était pas latin mais étrusque, qui était transgressif et qu'on avait rejeté, et l'ordre social était fondé sur l'exil de ce roi, en quelque sorte. C'était une position qui imaginairement me convenait. J'aimais aussi Marie Stuart, par exemple. Comme par hasard, des figures étrangères, ou François d'Assise, parce que je m'appelle François. Mais donc il y avait des noms propres comme ça qui m'habitaient et qui constituaient autour de moi, protectrice pour moi, une espèce d'héraldique. Mais une héraldique imaginaire, enfin une héraldique d'enfant. Une héraldique, c'est quoi? Une noblesse? Héraldique, c'est la science des blasons. Ah oui, d'accord. C'était donc, vos blasons. Voilà, c'était mes blasons. C'était curieusement, j'ai découvert plus tard que la mystique juive, par exemple, s'intéresse beaucoup aux noms aussi. Ce qui m'a beaucoup touché, évidemment, et ce qui a contribué à m'intéresser à la mystique juive, à la Kabbale. Et très tôt, donc, je me suis mis en vie en accumulant dans ma tête des noms propres et toutes les histoires afférentes à ces noms propres. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au roman au pluriel, je veux dire. Pas tout de suite, non. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser prodigieusement à l'histoire. Et à toutes les histoires, pas seulement à l'histoire de France, l'histoire de l'Italie, mais l'histoire de l'Europe, mais l'histoire du monde en fait, l'histoire de la Chine, du Japon, de tout. Et puis en fait, le roman c'est venu dans un second temps. Ce qui m'a d'abord déclenché, c'est la pensée et la poésie. C'est-à-dire la double lecture que j'ai faite bizarrement en Angleterre de la critique de la raison pure et des chants de Maldoror. C'est-à-dire que vous avez adoré les chants de Maldoror de Lautréamont et détesté ou haï, je ne sais plus quel terme vous employez, la critique de la raison pure. Oui, ça m'a en même temps prodigieusement intéressé. Bien sûr. C'est pas du tout quelque chose que j'ai rejeté comme ça. J'ai vu la grandeur de Kant, par exemple, mais c'était un ennemi pour moi. Et à rebours, les chants de Maldoror, dont je suis pas sûr que je comprenais toute la pertinence, c'est un texte qui m'a d'emblée saisi, quoi. Là, j'ai compris que quelque chose me concernait, et du coup, toute l'héraldique imaginaire que j'avais inventée quand j'étais enfant, elle m'est revenue. C'est-à-dire que au lieu de pactiser avec le monde de la société, tout à coup, j'ai compris qu'il fallait en fait que je radicalise mes positions, que je tienne ferme sur les noms. Et qu'il me reviendrait d'une autre façon, et que par exemple ces fantasmes nobiliaires que je pouvais avoir étant enfant, issus par ailleurs de la classe moyenne, ces fantasmes nobiliaires que je pouvais avoir, il n'était pas question que j'y renonce. Quelque chose, une nouvelle dimension, allait me les rendre au centuple. Cette dimension, on pourrait l'appeler la littérature. Mais c'est pas le roman en tant que tel. C'est ce recroisement pour moi qu'est la littérature de la pensée et de la poésie. Alors ça peut prendre la forme du roman. Mais malheureusement, en France, maintenant, et dans le monde d'ailleurs, le roman est devenu la forme marchandise. C'est quelque chose de très dégradé dans son acception actuelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous vous attaquez, entre guillemets, mais quand même, vous vous confrontez à celui qui, pour beaucoup en France, y compris d'ailleurs d'un point de vue commercial, représente le roman, c'est-à-dire Michel Houellebecq. Et vous dites en gros, mais moi je le trouve pas nul du tout. C'est pas ça, du tout. Mais vous considérez quand même que sa forme est dégradée, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire pour moi, c'est en même temps un repoussoir et curieusement quelqu'un pour lequel j'ai une certaine considération. C'est-à-dire, je pense qu'il
s'envisage pas vraiment comme un romancier dans la suite des romanciers français, Balzac, Flaubert, etc. Pas du tout. Je pense qu'il se sert de la forme du roman dans son état le plus dégradé pour opérer quelque chose. De cette manière, c'est plutôt un artiste contemporain. Il se sert du roman comme d'un élément de départ et il fait tout autre chose. Et de ce point de vue, c'est quelqu'un de très, je dirais même d'important, je dirais. Donc je n'ai jamais été dépréciatif, contrairement à ce qu'on a pu croire à l'endroit de Houellebecq. Je l'envisage dans son importance, dans sa grandeur, même, je dirais, une grandeur négative, nihiliste. Et par ailleurs, il représente à peu près tout ce que je déteste le plus, par ailleurs. Hein, ouais. Alors, tout ce que vous détestez le plus, Houellebecq, c'est une chose, mais alors il y a autre chose dans le genre détestation. Eh bien, c'est notre beau pays. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas le vôtre, si j'ai bien compris. Ou alors, malgré vous, vraiment malgré vous. Il y a des pages sur la France, mais vraiment, le français est un collaborateur né. Voilà, il a toujours été fait pour ça. Il y a une vraie détestation de la France et de sa population. Je dirais pas détestation de la France et de sa population au sens propre, mais il y a quelque chose en France qui s'est profondément dégradé. Et je pense qu'effectivement, ça remonte aux années 40 probablement. Il y a quelque chose là qui s'est passé, qui s'est joué et qui continue d'avoir lieu d'une certaine manière. Il se trouve que quand très jeune, vers l'âge de 17 ans, j'ai rencontré Bernard Lamarche-Vadel. Et c'est lui qui m'a rendu particulièrement sensible à cet aspect. Hein. La collaboration, écrivez-vous, la mentalité même d'un peuple. Oui, ce sont des énoncés de Bernard Lamarche-Vadel que je reprends. Hein. C'est ce qu'il voyait. Lui-même se considérant d'ailleurs comme français entièrement, hein. Avec même un fantasme allemand très 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 bizarre dans son cas. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai toujours senti dans ce pays. Il y a un élément comme ça, c'est-à-dire une grandeur passée fort close, et qui engendre une honte, et qui engendre un désir de mourir, avec effectivement un enfermement du pays dans quelque chose de mortifère. Et j'ai ressenti très tôt que ce que me transmettait ce pays était pour moi un poison en quelque sorte, qu'il fallait que mon corps ne pouvait pas le métaboliser. Il fallait que je me donne à moi-même un accès à la langue française, à la parole la plus haute de la littérature française, par exemple. Hein. Mais il fallait que je me trouve un accès qui me corresponde. Alors, c'est passé par Lautréamont, c'est passé par des gens précisément un peu étrangers, parce que Lautréamont, il est né à Montevideo. C'est toujours par le biais de gens un peu à la fois irréguliers et étrangers quant à leurs invisibles que je peux m'approcher de ce qu'est la France. Le français, je l'aime, c'est ma langue, mais je l'aime selon une scansion irréductible. L'écrire signifie pour moi abattre le joug, conspirer pour qu'il ne pèse plus sur moi. Oui. Oui, parce que à la fois je n'ai pas d'autres éléments que la langue française. Je connais l'italien, mais je n'ai pas accès à la littérature à travers l'italien. Dans la langue française, il y a un élément qui me nourrit, qui me convient, et il y a aussi des invisibles que je n'avalise pas. Il y a un primat, par exemple, de l'universel, spécifiquement français, qui amène très souvent les intellectuels français, par exemple, à n'envisager qu'eux-mêmes, en réalité, tout en étant persuadés d'être dans le général. Ils sont en général incapables. C'est-à-dire qu'ils considèrent que eux sont universels. Voilà, exactement. Et du coup, même, c'est vrai vis-à-vis des Africains, des Chinois et qui on voudra, mais c'est même vrai vis-à-vis des Italiens, des Allemands, etc. Ils ne les voient pas, en réalité. Et c'est quelque chose qui m'a toujours troublé chez les Français et qui m'a étranger, par exemple. Bien vite, j'ai subodorer dans la manière dont on monte en épingle le sexe une des plus énormes arnaques soulignées, jamais échafaudées. Cette croyance, je le confesse, me fait beaucoup rire, surtout chez les hommes. Alors ça aussi, c'est comme la France. C'est visiblement une construction que vous vous plaisez à détruire. Oui. Mais une des plus gigantesques arnaques jamais échafaudées à ce point. Oh oui, je pense. D'ailleurs, c'est probablement au fond, Houellebecq a fondé toute sa littérature sur ce démontage, sur le démontage de cette arnaque. C'est une croyance assez récente qui ne remonte pas plus loin que le 19e siècle. C'est ce que Foucault, d'ailleurs, a très bien montré dans ses livres. Hein. C'est-à-dire que la sexualité comme conditionnement biologique, c'est quelque chose de tout à fait récent et qui est devenu progressivement, à travers les industries du divertissement, obsédant. C'est un enfermement psychologique dans lequel on enferme les populations et surtout les hommes, d'ailleurs. Les hommes sont beaucoup plus sensibles par leur croyance naïve dans la sexualité à cette propagande.
Les femmes sont plus joueuses, elles sont plus ironiques, oui, plus détachées. C'est ce que vous avez l'air de dire. C'est ce que je pense, profondément. Voilà. Et puis alors, il y a aussi la politique, on terminera là-dessus, parce que il y a un moment où il y a des courants comme ça, souterrains, on peut les appeler comme on veut, des groupes, des revues, des groupuscules, bon voilà, qui ont quand même la tentation de se rencontrer. Là, je dois dire, c'est assez drôle, parce que vous rencontrez Tikkun, le groupe de François Coupa. Donc, Julien Coupa, pardon, excusez-moi, c'est vous qui vous appelez François. Très connu depuis l'affaire de Tarnac, et puis le groupe de Mehdi Belhaj-Kassem. Ouais. Et alors là, vous racontez une histoire, mais là, c'est vraiment drôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est trois sociétés secrètes qui se rencontrent, évidemment secrètement, parce que sinon ce seraient pas des sociétés secrètes, et qui se retrouvent dans une ambiance de comédie, quand même, presque de burlesque. C'est une mise en scène qui nous avait été imposée par les gens de Tikkun, et bon, à laquelle on s'est prêté. C'était plutôt drôle. Ah, c'est très drôle. Il y avait un premier rendez-vous, et puis après un second rendez-vous. On passait par un cinéma et la projection d'un film. Qui était, tenez-vous bien, Fight Club. Oui, pour que les choses soient marrantes jusqu'au bout. Et il se trouve que, bon, j'ai coupé à cette projection parce que je n'aimais pas cette initiation, etc. Donc j'ai été prendre un café pendant la projection du film. Ouais. Ce qui a été d'ailleurs mal ressenti. Mais là, c'est ma mauvaise nature qui a pris le dessus. Et donc je n'ai toujours pas vu Fight Club. Mais ça faisait partie, effectivement, de ce dispositif au terme duquel... Je doute que ça vous plaise, Fight Club, je veux dire. Alors, autour duquel on a fini par constater qu'on n'avait rien à faire ensemble. Il y a eu je dirais pas une... Parce que moi, je respecte Coupa, par exemple. C'est quelqu'un pour lequel j'ai une certaine estime. Hein. C'est intellectuellement, dans la revue Tikkun, il y avait des choses très intéressantes. Hein. Et c'est quelqu'un qui a probablement été diffamé, qui a été l'objet d'une cabale policière. Donc, de ce point de vue-là, je me sens solidaire de lui. Mais de fait, il y a quand même entre nous de grandes différences. Et on les a vus l'un et l'autre, et on les a marqués l'un et l'autre. Puis voilà, on ne s'est plus jamais revus. Mais c'est un moment romanesque du livre. Romanesque, effectivement. François Méronis, tout autre, une confession. Donc c'est publié à l'infini chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci.